Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour, tous. bonjour et bienvenue dans ce nouveau sur comment se lancer avec succès avec le B2B. Aujourd'hui, on est rejoint par Thierry de Zento et Marc de BigCommerce, que je vais laisser se présenter et présenter leurs expertises respectives dans quelques minutes, avant de passer sur les différentes questions et points essentiels justement pour un lancement avec succès dans ce e-commerce B2B. Thierry, je vous donne tout de suite la parole pour se lancer. Oui, donc je m'appelle Thierry Rudewski, je suis cofondateur de Zento, qui est une agence e-commerce B2B, B2C, et on se définit comme agence de commerce unifié. Donc, j'expliquerai un petit peu derrière peut-être le sujet. Je vais laisser Marc se présenter. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Marc Banner. Je travaille pour BigCommerce. Je vais avoir l'occasion de vous présenter un peu la société dans quelques minutes. Je suis en charge spécifiquement de l'écosystème digital agence sur le territoire français, sur tout l'Hexagone. Et tout l'intérêt, effectivement, c'est de travailler avec des agences comme Zento qui vont venir effectivement implémenter la solution chez nos différents clients. Merci à tous les deux. Avant de se lancer dans le vif du sujet dans un instant, je vous rappelle juste qu'on aura un petit temps de questions-réponses à la fin forcément, mais n'hésitez pas à poser déjà au fur et à mesure les questions dans le chat et je pourrai les poser pour vous. Vous pourrez vous en charger à la fin de cet échange. Bon webinaire pardon, à tous. Je pense qu'on peut démarrer. Oui. Alors, je vais passer les slides. Voilà, donc une rapide présentation de Zento. Donc, on s'est défini, je disais, comme agence du commerce unifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ce qui compte chez vous et pour vos clients, c'est d'abord le client et l'expérience qu'on va lui offrir avant le canal. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du canal, on essaie de décloisonner les différents canaux. On sait très bien qu'un client qui commence une vente, un achat en ligne peut continuer soit dans un magasin, soit auprès d'un commercial, soit auprès des réseaux sociaux, etc. On sait que l'inverse est vrai, etc. Et donc comme nos clients ont une problématique qui est une problématique omnicanal, nous aussi, on se doit d'apporter des solutions qui sont des solutions omnicanal. Le deuxième sujet, c'est que la technologie, c'est notre métier, mais en même temps, il faut qu'on la masque. Donc, le but du jeu, c'est de répondre aux stratégies de nos clients avec la bonne technologie et d'en faire notre affaire. Le troisième sujet, c'est que bien évidemment, on est sur des sujets qui sont des sujets commerciaux et donc votre réussite, c'est notre réussite. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de transformer un investissement en une réussite commerciale. Et puis, la dernière chose qui nous caractérise, c'est ce qu'on appelle la culture du faire, c'est-à-dire qu'on a une grosse expertise autour de la réalisation de solutions, la réalisation d'applications. Et donc, c'est de faire en sorte qu'on arrive à transformer vos enjeux en une solution qui est une solution tangible, efficace, qu'on est capable de mettre en ligne. À ce sujet-là, on est donc partenaire de BigCommerce depuis le début de cette année, on va dire, globalement. On a certifié nos équipes et donc maintenant, nous sommes certifiés partenaires de BigCommerce. On travaille majoritairement avec des marques, des retailers, des industries. On vient d'un business où on a commencé à travailler sur la digitalisation de magasins, donc sur des parcours qui sont des parcours in-store. On s'est bien évidemment assez vite rendu compte qu'il fallait répondre sur des enjeux qui étaient des enjeux purs online. Donc on a aujourd'hui une capacité à non seulement développer des dispositifs digitaux à l'intérieur de magasins ou pour mettre dans les mains des vendeurs, donc comme des tablettes vendeurs, des postes, des choses comme ça. Et puis bien évidemment du e-commerce, que ce soit du e-commerce B2C ou B2B dont on va parler aujourd'hui. Et puis derrière, l'ensemble des référentiels et des systèmes qui sont nécessaires pour unifier ces expériences, comme des référentiels produits, en particulier du PIM ou du DAM. Voilà, donc on travaille avec différents retailers dans pas mal de secteurs, que ce soit de la grande distribution, avec des Leclerc, des Intermarchés, que ce soit dans de la distribution sélective, de l'optique, Afflelou, Atoll, Leclerc Optique également, des salons de coiffure comme Franck Provost, de la mode, et puis bien d'autres activités et secteurs dont vous voyez un exemple ici. Je te laisse présenter BigCommerce. Alors, BigCommerce, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler
de ce nom sur le marché. On est une société qui, à l'origine, était une société australienne qui a été fondée en 2009, qui plutôt adressait à cette époque les problématiques de small business. Par cette époque, en fait, on n'avait pas de solution véritablement démocratisée sur ce type de territoire. Et puis rapidement, il a fallu trouver des investisseurs. Le headquarters a bougé aux États-Unis. En 2018, on a ouvert nos premiers bureaux en France, en Europe, en l'occurrence d'abord en Angleterre, où on a effectivement bien pénétré le marché. Et logiquement, dans la stratégie d'expansion, BigCommerce a décidé de localiser et de démarrer l'activité sur le territoire français, au même titre que l'Italie et d'autres pays européens, à partir du 1er juillet dernier. Donc, c'est relativement quelque chose de nouveau, en tout cas, qui a peu d'existence sur le territoire français aujourd'hui, mais avec une plateforme qui est déjà entièrement localisée en France, avec bien entendu des problématiques nécessaires à aborder en français, que vont être par exemple le shipping, le checkout, j'en passe et des meilleurs. Et à ce titre-là, donc, mon activité consiste essentiellement à aller chercher des agences digitales pour venir effectivement implémenter cette solution qui, sur ce marché, est disruptive. C'est quelque chose de très important pour nous. Vous qui avez peut-être déjà l'habitude de travailler avec des solutions de e-commerce, vous savez que par expérience, côté historique sur la France, vous avez des solutions d'une part qui sont très open source, très ouvertes, qui sont effectivement très souples parce qu'on peut effectivement faire beaucoup de choses en verticalisant un petit peu l'offre, mais qui restent assez onéreuses parce qu'il y a des problématiques effectivement de maintien, d'hébergement, de compliance, de hosting, qui font effectivement que les budgets sont assez conséquents et qui ne sont pas forcément très souples ou malléables en termes d'évolution. Et de l'autre côté, vous avez des solutions effectivement SaaS qui sont plus click and play, si je peux dire, et qui ont fait effectivement un certain succès, qui ont eu un certain succès en France aujourd'hui, mais qui d'un autre côté, effectivement, de par cet environnement SaaS, sont effectivement assez fermés, si je puis dire. Et la vraie révolution, en tout cas proposée par BigCommerce aujourd'hui, et on va reporter cette activité en France, c'est de dire qu'on a une technologie qui est open SaaS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est ouverte à 98% aux API en front et en back et qu'elle permet véritablement à la fois de pouvoir accompagner un e-commerçant, quel que soit son secteur d'activité et sa maturité sur la croissance du marché du e-commerce, parce qu'effectivement, cette technologie très riche nativement permet effectivement après de répondre à des problématiques plus spécifiques de headless, si ça parle à quelques-uns. Donc, vraiment quelque chose de très novateur sur ce marché français. Aujourd'hui, effectivement, on a une approche vraiment centrée sur les partenaires. On est très heureux de travailler avec Zento, qui est un des premiers partenaires effectivement certifiés sur le territoire français. Et on travaille donc à peu près avec 5000 partenaires, on va dire agences et technologiques pour venir augmenter la valeur de la plateforme. De par effectivement notre exposition internationale, on est effectivement coté au Nasdaq depuis quelques années, ce qui est un gage, on va dire, de pérennité, en tout cas pour des entreprises qui nous feront confiance au déploiement de la solution. On peut passer à l'autre slide. Donc, une des particularités de cette plateforme, c'est qu'elle permet, je vous l'ai dit, de pouvoir accompagner la croissance d'un e-marchand, qui soit en B2C ou en B2B, quelle que soit sa maturité sur le marché, avec cette même plateforme technologique. C'est vraiment très, très important. C'est effectivement cet environnement open SaaS qui est novateur. Entre autres, la plateforme permet également de gérer des problématiques à la fois B2C et B2B. On a un vrai vertical sur l'aspect effectivement B2B qui va nous concentrer aujourd'hui essentiellement lors de ce webinaire. Et vous avez un extrait de référence aujourd'hui essentiellement en Europe, centré pour beaucoup sur la partie effectivement B2C, avec effectivement des enseignes comme Berlin Packaging qui, elles, sont spécialisées effectivement dans tout ce qui va être emballage en verre ou en métal, mais plutôt sur l'aspect B2B derrière. Et puis, je vous l'ai dit, effectivement, un des avantages de la plateforme, c'est qu'on n'a pas de secteur d'activité en prédilection, que ce soit en B2C ou en B2B, puisqu'on est présent sur l'exhaustivité du marché mondial aujourd'hui, en tout cas, et c'est cette même plateforme technologique, en tout cas, qui permet d'aborder ces différentes problématiques particulières. On va passer à l'autre. Donc, si effectivement, on doit se concentrer sur l'aspect B2B, encore une fois, que vous soyez une entreprise du mid-market, une entreprise plutôt haut de marché derrière, on a effectivement une réponse fonctionnelle sur une plateforme hébergée effectivement sur une solution Google Cloud Platform qui va être effectivement localisée en France
à partir du début de l'année prochaine et qui permet effectivement de répondre à certaines problématiques qui sont spécifiques à ce secteur d'activité. On a pris effectivement certaines des features nécessaires, comme par exemple la gestion des hiérarchies de comptes. L'idée là derrière, c'est de pouvoir coller à l'organisation interne de votre structure et d'avoir une gestion des droits, rôles et habilitations qui vous soient propres et qui permettent d'avoir différents profils d'acheteurs, juniors, plutôt seniors, vraiment de pouvoir calquer votre organisation interne en termes d'usage de la plateforme. Vous allez avoir des listes d'achats partagées, comme des listes de prix d'entreprise, qui vont permettre effectivement d'ajouter ou pas certains produits à votre panier, d'offrir des réductions particulières, supplémentaires par rapport à des tarifs préétablis sur une certaine typologie de fournisseurs et pas sur une autre. Un partage, par exemple, des listes d'achats pour simplifier un process de prise de commande. Vous allez avoir effectivement un contrôle sur une visibilité des modes de paiement. Donc là, encore une fois, on y reviendra par la suite, mais il y a une multiplicité aujourd'hui de modes de paiement sur le marché en B2B. L'intérêt derrière, c'est de pouvoir à la fois ajouter, modifier des modes de pouvant approuver, en pouvant effectivement afficher ou en masquant certaines options comme les bons de commande, comme les paiements par carte, pourquoi pas. Une gestion du carnet d'adresse de l'entreprise qui peut être déporté, qui peut permettre effectivement d'actualiser des nouvelles adresses de facturation ou d'expédition pour certains de vos clients, des fonctions de rachat pour gagner du temps, encore une fois, sur le passage de commandes complémentaires. Donc, beaucoup, je dirais, de fonctionnalités dédiées à ce marché spécifique qu'est le B2B. C'est bon pour moi, Thierry? Alors, si on rentre un peu dans le vif du commerce et si on s'intéresse effectivement à cette problématique et à cette activité de B2B, eh bien, on se rend compte effectivement que c'est un marché qui est beaucoup plus large que le B2C parce qu'il y a différentes formes, effectivement, diverses et variées que peut revêtir cette activité B2B. On va s'intéresser un petit peu aux plus courantes qu'on a essayé de lister. Donc, le business to business jusqu'au consommateur, si je puis dire, où là, l'idée est de supprimer en fait l'intermédiaire qu'il pourrait y avoir entre la société qui va vendre en B2B et celle qui va vendre en B2C. Donc, on a une entreprise effectivement qui va être en contact direct avec le client et on verra effectivement que ça va être une des grandes tendances de l'année prochaine, en tout cas, le développement de ce type d'activité. L'autre côté, vous avez effectivement la vente en gros, par exemple, où là, dans ce cas de figure bien précis, eh bien, toute l'activité va se faire en ligne via une plateforme qui va permettre tout simplement, par exemple, aux grossistes de présenter plus facilement ses propres produits et de proposer une expérience d'achat qui soit vraiment plus fluide et plus personnalisée, effectivement, par rapport à la typologie d'acteurs qu'elle est censée adresser. Les fabricants qui, eux, vont effectivement vendre leurs marchandises finies ou semi-finies à d'autres fabricants ou à des grossistes. Et on va dire à l'image de cette typologie de fabricants qui s'apparentent à celle des grossistes, on va avoir des acheteurs B2B qui vont chercher une expérience d'achat qui va être similaire à celle du B2C. Encore une fois, un point que l'on traitera par la suite. Vous allez avoir les distributeurs dont, pour cet exemple précis, si on s'attarde à un modèle de e-commerce, eh bien, la logistique de la vente, elle a lieu effectivement en ligne et l'expérience d'achat, encore une fois, l'expérience client, elle va être primordiale. Donc, on s'intéressera notamment à l'importance qu'il peut y avoir à réduire les délais entre, par exemple, la commande et la livraison qui va être faite dans le cadre de cette activité spécifique de distribution. Et puis, un dernier qu'on avait listé, qui était le passage effectivement du B2C à la vente en gros. C'est une des raisons effectivement pour lesquelles on a un essor du marché du B2B aujourd'hui. Et c'est un passage qui va nécessiter effectivement un certain temps d'adaptation, puisqu'on sait en général que les transactions de B2B sont plus importantes que les achats qui peuvent être faits en B2C et que ça se traduit forcément, on va dire, par des relations qui sont beaucoup plus longues avec les fournisseurs que celles qu'on peut avoir dans le cadre du B2C, par exemple. Le contexte du B2B, donc là, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est quelles que soient les études qui ont été réalisées, tant à l'échelon, on va dire, mondial qu'au niveau purement local français, eh bien, on se rend compte que le commerce, l'activité de commerce B2B, elle explose carrément sur le marché aujourd'hui. Si l'on se base effectivement sur une étude un peu mondiale, on voit effectivement que le volume, en tout cas des ventes en ligne opérées en B2B, était deux fois plus important en 2020 que par rapport à ce même volume, on va dire, d'activité en B2C. Si on prend l'exemple de la France, c'est encore plus significatif. En se basant sur les dernières études de la FEVAD, eh bien, on estime effectivement que la croissance du e-commerce B2B, elle connaît une croissance 3 fois plus importante que celle du B2C.
Donc, tout ça pour dire que c'était une extrême opportunité sur le marché, à la fois dès cette année, mais bien entendu dans les années à venir. Et d'ailleurs, à ce titre, il semblerait qu'en 2020, on a estimé la taille du marché mondial du e-commerce B2B à presque 7 milliards de dollars. Et les statistiques estiment en fait que cette croissance, on devrait avoir un taux de croissance régulier de plus ou moins 18-20% jusqu'en 2028, ce type de secteur d'activité. Ce qu'il a fallu souligner également, c'est que le contexte particulier de la crise sanitaire, en tout cas du Covid-19, elle a forcément eu un impact croissant sur le développement de ce e-commerce B2B, où on a eu effectivement une explosion du nombre de commandes en ligne qui ont été faites au détriment, on va dire, des canaux plus traditionnels que peuvent être le fax, le téléphone. Et on verra effectivement que la facilité qui serait offerte par une solution, une plateforme de e-commerce pour prendre des commandes en ligne, va constituer effectivement une priorité, en tout cas en termes de velléité d'achat pour les acheteurs du e-commerce B2B, que l'on soit plutôt une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire. Alors, on a parlé effectivement d'explosion de ce marché du B2B et logiquement, quelles en sont les raisons? En tout cas, on a essayé de les pointer. Donc, tout d'abord, il y a une mutation qui va être due à un changement générationnel. Clairement, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'arrivée, on va dire, d'une nouvelle génération qu'on appelle la génération Y, dont les personnes qui sont nées entre 1980 et les années 2000, et que, en fonction des études, encore une fois, sur cette année courante, en 2020, c'est soit effectivement la moitié ou les 3/4 des acheteurs, pour certaines études, qui effectivement représentent cette nouvelle génération d'acheteurs en B2B. On sait très bien que cette génération a des habitudes et des motivations de consommation qui leur sont propres et qu'il va falloir prendre en considération, en tout cas, quand on va vouloir développer son e-commerce B2B derrière. Cette génération, vous le savez très bien, elle a grandi avec la technologie et on sait très, très bien effectivement qu'ils sont très férus au niveau effectivement de tout ce qui va être évolution ou des gadgets technologiques qu'on pourrait appeler et que ça va devenir effectivement un des focus nécessaires aujourd'hui pour développer son activité. Le deuxième point, c'est le marketing qui se tourne vers le numérique. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau, mais on va dire que jusqu'en 2010, effectivement, le marketing, en tout cas sur les aspects B2B, était plus traditionnel et s'appuyait sur des démarches à la fois téléphoniques, de la documentation, des salons professionnels. Entre-temps, effectivement, depuis, si je puis dire, on sait que l'importance qu'a eu effectivement le commerce en ligne, le développement, on va dire, de la partie mobile. On sait effectivement aujourd'hui que la majorité des clients B2B vont effectuer leurs premières recherches effectivement en ligne, essentiellement sur le mobile. On établit à peu près à 12 recherches en ligne par client B2B avant de procéder à un acte d'achat. Et tout ce contexte effectivement spécifique, on va dire, a été impacté et avec cette crise sanitaire du Covid, encore une fois, 2019, et a changé ses habitudes et est venu ancrer effectivement ce marketing qui est tourné effectivement vers le numérique aujourd'hui. Les nouveaux modes de paiement avancés ou des canaux de vente, on sait effectivement aujourd'hui, encore une fois, selon certaines études, que 23% des détaillants B2B disposent d'un canal de e-commerce et que même si le fax effectivement est encore accepté en termes de commandes, on a effectivement un développement à la fois du site web et de l'emailing pour cette prise de commande. On a effectivement un développement des applications mobiles, mais également des marketplaces. Un point qu'on évoquera effectivement par la suite. On voit effectivement que les cartes de crédit restent le moyen de paiement qui règne un petit peu en maître sur ce marché, mais que des règlements plus traditionnels comme les chèques, les conditions de paiement ou les bons de commande, qui sont qui sont des moyens de paiement propres à ce marché B2B, ont encore une part importante sur ce marché et que des portefeuilles et des nouveaux moyens de paiement comme les portefeuilles mobiles, ce que peut proposer par exemple un Amazon Pay ou un Apple Pay, effectivement, sont également en progression sur ce marché. Alors, si on s'intéresse un petit peu aux bénéfices que peut proposer effectivement une plateforme, l'utilisation d'une plateforme B2B, pardon, bien entendu, le fait d'être présent, je dirais, en ligne, va permettre d'attirer de nouveaux clients. Alors après, il va falloir effectivement avoir quelque chose d'attractif, de personnalisé dans la démarche, c'est-à-dire d'avoir un site qui permette de proposer des pages de catalogue de produits qui soient accessibles à un grand public,
c'est un moyen efficace, effectivement, d'agrandir la cible ou votre audience B2B derrière. D'autant plus, effectivement, qu'on l'a dit, on a une nouvelle génération d'acheteurs B2B qui est sur le marché aujourd'hui, pour lequel, effectivement, cette habitude, effectivement, est clairement ancrée et qu'il va falloir, effectivement, coller le plus possible à cette réalité. Un autre bénéfice, si je puis dire, ou avantage que pourra apporter l'utilisation d'une plateforme e-commerce en B2B va être l'optimisation de la gestion des fournisseurs et de vos propres clients, puisque dans le cadre effectivement de la mise en place de cette plateforme de e-commerce, vous allez pouvoir, si vous ne le faites pas déjà aujourd'hui, je le pense bien entendu, avoir un logiciel également d'entreprise, type un ERP, un CRM, un OMS, qui va mettre à disposition un certain nombre de données sur vos clients et vos fournisseurs et qui va vous permettre effectivement de pouvoir communiquer de manière plus personnelle selon des habitudes, selon effectivement des habitudes effectivement d'utilisation de l'application et de pouvoir optimiser un taux de transformation en tout cas et d'agrandir effectivement votre cible de nouveaux clients. De manière générale, il y a une augmentation du chiffre d'affaires. Alors à la fois sur le parc client, puisque la mise en place d'un site e-commerce permet effectivement de songer à mettre en place des programmes de recommandation, en tout cas, ou des programmes qui vont vous permettre de mettre en place une expérience vraiment personnalisée et ainsi pouvoir augmenter vos ventes additionnelles ou croisées qu'on va appeler du cross-sell ou de l'upsell. Et puis, bien entendu, c'est également la faculté de pouvoir aller au-delà de la proposition de vos propres produits actuels en s'intéressant à des nouvelles offres, des nouvelles catégories de produits et pourquoi pas pénétrer de nouvelles régions. Donc, avoir un moyen, je dirais, assez agile de pouvoir augmenter vos différentes parts de marché. Enfin, parce que la technologie le permet, une prise de décision plutôt plus éclairée. On sait très bien que ce type de solution permet effectivement d'utiliser la data et de pouvoir mesurer, par exemple, l'efficacité commerciale, savoir ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, et pouvoir ainsi très rapidement prendre des décisions stratégiques éclairées. Voilà pour moi. Ok, alors je prends la suite si tu veux bien. Oui. Donc mon propos ici n'est pas de parler de technique, de technologie, de descendre un petit peu dans l'expertise, mais surtout de se poser des questions pour savoir un petit peu comment on adresse ces projets B2B en se basant un peu sur l'expérience qu'on a acquis sur ces sujets-là. Et on pourrait penser de prime abord que finalement, un site de e-commerce B2B, c'est comme un site de e-commerce B2C, c'est-à-dire qu'il y a un catalogue, il y a des produits, il y a un tunnel d'achat, voilà, un certain nombre de choses qu'on va retrouver en commun avec des sites B2C. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément plus de différences dans le sujet du B2B en lui-même, comme le disait Marc un petit peu tout à l'heure, que dans le sujet du B2C. C'est-à-dire que si on prend par exemple des sites B2B comme Métro, juste pour donner un exemple, parce que Métro c'est du B2B, ça s'adresse aux professionnels de la restauration ou ces choses-là. Et si on prend à côté, nous, un site qu'on a réalisé B2B, par exemple pour Afflelou, qui est la vente de l'ensemble des produits d'Afflelou à ses franchisés, on a autant de différences sur ces deux sites-là enfin, on a plus de différences entre ces deux sites-là que ce qu'on pourrait retrouver dans le monde du B2C. C'est-à-dire que le site de Métro ou de gens qui vendent comme ça les professionnels est presque du B2C, alors que la vente d'un réseau de franchiseurs à ses franchisés les différents produits est tout à fait différent et on intervient dans un monde qui est relativement captif. Et entre ces deux exemples-là, il y a toute une fourchette et toute une palette de clients et d'entreprises différentes et qui ont des sujets de vente différents. Donc, je ne peux pas tous les adresser ici, mais on va essayer de tirer quand même certaines généralités, on va dire, sur ces sujets B2B. Et donc, d'essayer de pointer ce qui fait la différence d'un projet B2B par rapport à un projet B2C. La première chose qui fait la différence, c'est le client. On a un client sur le B2C qui est vous, moi, quand on achète sur un site de e-commerce, on est dans un achat qui va être un achat, on va dire, plus spontané, qui va être un achat qui va être lié à une émotion, qui va être lié à un moment donné, à un instant donné, etc. Et donc, on ne va pas du tout avoir la même fonction d'achat. Un client B2B, il a quelques métriques qui sont différentes. C'est-à-dire que d'abord, il est récurrent. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, j'ai un certain nombre de sites e-commerce B2B sur lesquels j'achète et j'achète tous les mois les mêmes choses qui sont des choses dont j'ai besoin pour mon fonctionnement interne ou pour mes clients.
et donc je suis récurrent. Et donc, ce qui fait que je vais revenir régulièrement et je n'ai pas besoin non plus de découvrir l'offre à chaque fois. Je connais l'offre, j'ai besoin d'aller à un certain nombre de points qui sont importants, rapides et qui vont me permettre de repasser ma commande. Donc, je suis récurrent, je n'ai pas les mêmes problèmes. Je suis a priori pressé, c'est-à-dire que j'ai un achat qui n'est pas forcément un achat, qui est un achat moins impulsif, qui est un achat qui va être plus raisonné, plus rationnel, qui va être un achat de valeur, c'est-à-dire que ce que je veux, moi, c'est acheter quelque chose, y ajouter de la valeur et pouvoir le revendre avec un retour sur investissement et un bénéfice pour moi. Je suis pressé dans le sens où si je commande toujours la même chose de mois en mois, j'ai besoin d'aller très très vite à l'information, j'ai besoin de relancer des commandes très très rapidement. Et puis, je suis aussi VIP, c'est-à-dire que le client d'un site e-commerce B2B, il représente, on va dire, une part d'activité qui est beaucoup plus importante. Il a besoin de vous, il a besoin de vos produits, et donc il va être, a priori, beaucoup plus exigeant. Si on prend sur un site B2C qui a une audience de 6-7 millions de personnes, je ne sais pas, la perte d'un panier, par exemple, ou un panier abandonné, ou un problème sur le site, une fonctionnalité qui ne répond pas, est beaucoup moins importante que si un client est un client B2B et qui représente déjà une part importante de votre chiffre d'affaires. On ne peut pas le laisser sans possibilité de conversion, sans réaliser la commande. Donc, en tant que client B2B, j'ai besoin d'un certain nombre de fonctions. Ces fonctions, c'est quoi? C'est ce dont parlait Marc tout à l'heure, c'est-à-dire des listes qui sont préenregistrées. Je dois pouvoir appeler une liste que j'ai déjà passée le mois précédent, de pouvoir éventuellement modifier la quantité, éventuellement rajouter des produits et relancer ma commande sans avoir à recréer mon panier. J'ai un sujet qui est un sujet de personnalisation, c'est-à-dire qu'il y a énormément de différences entre deux clients B2B parce qu'ils n'ont pas forcément tout à fait le même métier, ils n'ont pas tout à fait les mêmes besoins, les mêmes commandes, et donc j'ai ce besoin de personnalisation qui est propre à mon métier, qui est beaucoup plus prégnant, on va dire, que sur un site B2C. Et puis ensuite, l'intérêt, c'est pas tellement la mesure, c'est pas tellement le panier, c'est-à-dire la conversion du panier, ça va être le fait que d'un mois à l'autre, je vais étendre les produits que je peux acheter au site de e-commerce B2B. Donc, ce qui est important, c'est tout ce qui touche aussi à l'upsell et au cross-sell, parce que ce que vous voulez avec un client B2B, c'est que non seulement il commande ce qu'il commande d'habitude, mais qu'en plus, il découvre des nouveaux produits et il puisse les ajouter à ses achats habituels. Donc, la première différence, c'est le client. Le client est différent. La deuxième différence, c'est que son parcours, on l'a vu, son parcours est différent. C'est-à-dire que si je suis client d'un site de e-commerce B2B, je n'ai pas forcément besoin d'avoir accès à un catalogue entier, à redécouvrir les produits régulièrement. J'ai besoin d'aller rapidement à l'information. Le parcours est différent aussi parce que le client B2B est une entreprise avant tout. Ce n'est pas un acteur en particulier, c'est une entreprise. Et dans cette entreprise, chacun a des rôles qui vont être des rôles différents et qui vont correspondre à un moment d'achat différent. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, des gens qui sont dans les équipes R&D et qui vont être les utilisateurs du produit qu'ils vont acheter. On a d'autres personnes qui vont être les prescripteurs, c'est-à-dire qui, à un moment donné, vont définir quel est le bon produit qu'il va falloir acheter. Et puis, on a des gens qui sont les payeurs. C'est-à-dire qu'une fois que le produit a été acheté, qu'il a été préconisé par un utilisateur en particulier, il va donc être payé et le payeur n'est pas forcément le même. Et comme disait Marc tout à l'heure, on a à ce moment-là différents types de paiements qui sont possibles, soit des paiements qui sont des paiements en ligne, classiquement, soit des regroupements de commandes qui font qu'à un moment donné, l'ensemble des commandes vont être payées, soit des commandes qui sont payées après livraison, etc. On peut avoir énormément de modes de paiement, d'achat, de livraison qui sont différents, probablement plus différents de ce qu'on peut retrouver dans le site de e-commerce B2C. On a un autre sujet qui est bien évidemment les conditions financières, c'est-à-dire que les conditions financières vont varier d'un client à un autre, bien plus que sur un site B2C où en général tous les clients ont le même prix. On est bien évidemment ici dans un système où chaque client va avoir ses conditions financières qui peuvent être plus compliquées ou plus ou moins complexes en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'on peut dire que, par exemple, les conditions financières, c'est qu'un client A va avoir un taux de remise qui va être supérieur à un client B, mais on peut avoir des conditions financières qui sont bien plus complexes que ça, qui sont sur une commande donnée, en fonction du volume de commande, la remise ne va pas être la même,
qu'en fonction de la période de l'année, la remise ne va pas être la même, que les prix vont varier en fonction de votre capacité à approvisionner ou à délivrer vos stocks. Enfin, voilà, il y a énormément de conditions financières qui peuvent être différentes, qui sont a priori définies dans des contrats qui sont en dehors du e-commerce B2B et qui doivent pouvoir être implémentés dans la solution qu'on va mettre en place. Et puis ensuite, il y a un sujet qui est aussi une différence, qui est le catalogue produit. Parce que contrairement à un site B2C qui va délivrer le même catalogue produit à l'ensemble de ses utilisateurs, on est bien évidemment dans des sujets où chaque client peut avoir des catalogues produits qui sont différents en fonction de son métier, en fonction de sa personnalisation, en fonction de l'historique qu'il a avec votre entreprise. Et donc, il faut être capable également d'avoir une espèce de méta-catalogue qui, derrière, va définir des instances de catalogue utilisateur par utilisateur, entreprise par entreprise. Donc ça, c'est la deuxième différence. C'est le parcours qui va être différent et donc l'acheteur qui est différent. La troisième différence, c'est que le vendeur, le commercial, on va dire, d'une façon générale, a un rôle qui est également important. On l'a vu tout à l'heure, le client du B2B est un client qui est un client VIP. Et bien évidemment que le site e-commerce B2B n'est pas là pour parasiter, bypasser, cannibaliser votre force de vente. Il est là pour l'aider à, comme disait Marc tout à l'heure, à attirer des nouveaux clients. Il est aussi là pour l'aider à de le décharger d'un certain nombre de ventes qui sont des ventes courantes et de se spécialiser, on va dire, de se focaliser sur les ventes qui sont des ventes spécifiques. C'est-à-dire qu'il va rester le contact du client, mais il va intervenir à d'autres moments du process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le site e-commerce B2B, il doit aussi mettre à disposition du vendeur un certain nombre d'outils lui permettant d'aider son client. Par exemple, je suis client d'un site B2B, je vais commander un certain nombre de produits et j'ai besoin de conditions spécifiques ou j'ai besoin de personnalisation particulière parce que le produit qui m'est proposé est en bleu, je le voudrais cette fois-ci en rouge et je ne peux pas forcément tout faire en ligne. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais créer un panier, que ce panier, je vais demander des conditions particulières, je vais demander de la personnalisation, ça va créer un devis. Ce devis, il doit être mis à disposition du vendeur qui va pouvoir le travailler, éventuellement échanger au téléphone avec son client ou de visuel avec son client pour construire ce devis en ligne, le remettre à disposition du client sur la plateforme e-commerce pour que le client puisse le valider et ensuite lancer la commande. Et donc, le dernier point, c'est qu'on a également besoin d'une connaissance client qui est assez fine et de mettre cette connaissance client à la disposition du vendeur. Par exemple, un vendeur qui s'occupe d'un client en particulier, il a besoin à un moment donné, de connaître bien évidemment l'historique de commande, mais il a peut-être besoin également de connaître l'historique des paniers qui n'ont pas été convertis, des paniers qui ont été abandonnés. Il a besoin de connaître la fréquence de visite de son client, il a besoin de connaître l'historique de navigation de son client. Donc, il a besoin d'un certain nombre de données qui peuvent lui être mises à disposition via cette plateforme de e-commerce B2B et qui sont, encore une fois, spécifiques au B2B. Donc, on a des différences sur le client, on a des différences sur le parcours, on a des différences qui sont liées à la force de vente et au vendeur. Et ensuite, toutes ces spécificités qui sont liées au e-commerce B2B, il faut les mettre en œuvre dans un projet. Bien évidemment, on veut réussir avec vous et que vous voulez bien évidemment être une réussite. Et donc là aussi, il y a des particularités dans la façon dont on va conduire le projet. Alors, sans donner des généralités qui sont vraies sur tous les projets, hein. Je veux dire, quand on fait un projet, bien évidemment, on essaie d'impliquer les gens, on essaie d'accompagner les gens, etc. Mais sur un projet de e-commerce, de e-commerce B2B, c'est encore plus important. Pourquoi c'est important? Parce que, encore une fois, le client B2B va représenter probablement une part plus importante de votre business et en plus un business récurrent. Donc, c'est important, à un moment donné, de bien comprendre comment il travaille, pour pouvoir y répondre au mieux, surtout quand on est dans le cas, par exemple, d'un projet de replatforming où il avait déjà connu un outil B2B, où il avait ses habitudes et qu'à un moment donné, on va peut-être changer ses habitudes. Donc, c'est important, et nous, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on essaie de préconiser à nos clients, c'est d'impliquer dès les ateliers de la phase de cadrage, dès les ateliers de la phase de conception, les utilisateurs, leurs clients, quelques clients qui leur semblent clés pour comprendre comment ils vont travailler, pour pouvoir leur soumettre un certain nombre de solutions et donc les impliquer dès le début. Ensuite, le deuxième sujet, c'est l'accompagnement au moment où on va déployer la plateforme. C'est aussi important
de sentir ou d'expliquer à un client B2B qui va être accompagné dans son utilisation de la plateforme. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il a un problème, s'il rencontre une difficulté dans sa commande, il doit pouvoir remonter tout de suite, de manière très efficace, sa problématique, ses questions. Il doit pouvoir consulter un commercial, il doit pouvoir tout de suite avoir accès à quelque chose qui va être un peu du bypass de la plateforme e-commerce B2B, ce qui n'existe pas forcément dans le e-commerce B2C. Et encore, on peut considérer que les services clients et les supports clients, c'est un peu ça. Mais dans le sujet du B2B, c'est probablement encore plus important. Donc, il faut accompagner, il faut expliquer, il faut expliquer les différentes fonctionnalités qui vont venir, parce qu'on n'est pas obligé de déployer tout de suite toutes les fonctionnalités qui seront les fonctionnalités cibles. Donc, il faut expliquer comment on avance, il faut communiquer, il faut éventuellement faire des petits tutos en vidéo pour expliquer aux clients comment fonctionne la plateforme, des liens utiles. Voilà, il y a tout ce travail d'accompagnement, de formation, de tutoriel qui est important dans le B2B. Et puis ensuite, la mesure dont on parlait tout à l'heure, et la mesure, elle est probablement assez différente du B2C. Là où sur le B2C, on va se focaliser sur le trafic, sur la conversion, sur l'abandon de panier, sur des choses comme ça, sur des métriques comme ça. Sur le B2B, on va s'occuper d'autre chose. On va plutôt s'occuper de la fréquence de commandes, donc la fidélisation, le taux auquel reviennent les clients. On va regarder l'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à la fois précédente, parce que c'est ce qui est important finalement, c'est la part de chiffre d'affaires que vous représentez pour un client donné. On va regarder un certain nombre de métriques qui sont un peu décalées, un peu différents par rapport à ce qu'on pourrait faire sur un projet classique B2B. Voilà. Donc pour résumer, on a des différences sur le client, on a des différences sur le parcours du client, on a des différences qui sont liées à la force de vente et à l'interaction entre le site et les vendeurs. Et on a aussi une différence sur la manière dont on va conduire le projet pour le réussir derrière. Je te laisse reprendre la main, Marc. Oui, peut-être pour finir, essayer de dégager des grandes tendances à l'avenir ou dans un futur proche qui serait lié effectivement à cette activité B2B. Bon, la première, je pense qu'on a vraiment insisté dessus, effectivement, à avoir la faculté de proposer des expériences comme en B2C, puisqu'on le sait, on l'a dit, il y a un changement de génération, il y a un changement d'audience au niveau des acheteurs B2B. On sait vraiment que ce sont des consommateurs comme vous et moi, je dirais sur l'aspect B2C. Ils veulent avoir effectivement accès à ce même type d'expérience très personnalisée, de liens personnalisés pour effectivement pouvoir augmenter votre taux de transformation et arriver effectivement à déployer de manière pérenne une solution e-commerce qui soit productive. La deuxième étant l'accélération des marketplaces en ligne. C'est effectivement lié aussi au contexte de la crise sanitaire, mais des solutions comme Amazon, Alibaba, eBay, j'en passe des meilleurs, ont largement inondé le marché, ont montré un petit peu le gain que ça pouvait apporter. C'est assez intéressant. C'est un nouveau modèle économique qui va permettre, je dirais, pour les acheteurs, de bénéficier en fait d'un guichet unique pour procéder à leurs achats, et pour les vendeurs en B2B, d'attirer potentiellement des nouveaux publics plutôt actifs, d'atteindre des marchés, d'autres marchés internationaux, et pourquoi pas de faire du test and learn, de tester de nouveaux produits. Donc, quelque chose d'intéressant à avoir en tête. On l'a vu effectivement, encore une fois, que l'adoption du mobile commence à se démocratiser très largement, même sur la sphère du B2B. On sait aujourd'hui que plus de 50% des demandes B2B sont aujourd'hui faites via un smartphone. On a parlé du nombre de recherches qui sont faites, environ 12 par un acheteur B2B avant effectivement de procéder à un acte d'achat. Beaucoup sont faites effectivement sur du smartphone. Si on regarde les prévisions, en tout cas, qui vont être faites par des instituts comme Boston Consulting Group, eh bien, il semblerait effectivement que cette part, l'utilisation de mobile, va dépasser un seuil de 70% dans les prochaines années, à très, très court terme. Et puis, ça présente un avantage également, bien entendu, le fait de pouvoir accéder et de processer des récurrentes. Dès lors que vous avez un compte professionnel effectivement qui est ouvert sur la plateforme, ça permet effectivement de synchroniser les actions qui seraient faites par les commerciaux terrain
vraiment en lien avec les systèmes critiques de votre entreprise, comme les ERP, comme les OMS. On l'a dit, la mise à jour des adresses de facturation, ce type de choses, la faculté de passer des devis en direct. Autre atout, effectivement, ou autre tendance, la personnalisation client, elle renvoie un peu au premier point sur la création des expériences B2C-like, où là, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir effectivement personnaliser cette relation particulière par rapport à la typologie de clients que vous adressez, puisque chacun s'attend effectivement à avoir une expérience un peu intuitu personae. Et d'ailleurs, ce marché de l'expérience client, selon les chiffres, elle devrait peser pas loin de 15 milliards d'ici en 2025. Donc, c'est vraiment un focus très important, en tout cas, qu'il faut avoir en tête dès lors qu'on veut optimiser ses ventes en B2B. Démarrer un canal en D2C, c'est également intéressant puisque c'est vraiment une source d'opportunités complémentaires. Ça peut générer des nouveaux revenus puisque on vous offre ainsi la faculté d'atteindre directement des clients, par là de promouvoir une typologie d'achat à travers des enseignes physiques en procédant à du click and collect, par exemple, de vendre des produits qui ne seraient pas vendus effectivement par d'autres partenaires, par manque d'endroits de stockage, par exemple. Donc, effectivement, d'augmenter votre catalogue produit et potentiellement la cible de clients de demain et de pouvoir, dans une logique, on va dire, de communication digitale vraiment personnalisée avec vos clients, et bien de pouvoir croiser différentes datas, transactionnelles, on le sait bien, mais comportementales à travers ces plateformes et pouvoir s'intéresser, pourquoi pas, à faire des campagnes de marketing automation qui soient vraiment personnalisées avec chacun, effectivement, de vos clients pour pouvoir, effectivement, optimiser ses chances de closing, si je puis dire. Dernier point, l'accélération du traitement des commandes, ça on l'a vu et ça a été encore une fois exacerbé avec la crise du Covid-19. C'est effectivement un des points prioritaires pour les acheteurs B2B aujourd'hui, avoir quelque part une expérience d'achat sans couture et effectivement facilitée et assez rapide, puisque c'est effectivement un axe, en tout cas prioritaire, de développement des ventes pour cette typologie d'acteurs. Voilà, pour faire simple, les quelques grandes tendances, on va dire, qui se dessinent sur ces prochaines années à venir. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a terminé les slides. Voilà. Moi, le point qui me semblait important de message que je voulais passer, donc c'est pour terminer et pour conclure sur notre partie, donc qui est plus la partie de l'agence et de l'intégrateur, qui est de mettre en place le projet. On voit bien qu'il y a des différences. Alors, il n'y a pas des différences de méthode. On voit bien qu'il y a des différences dans la manière d'adresser le sujet et dans la manière d'apporter des solutions sur le projet. Mais il y a aussi, et je terminerai là-dessus, il y a aussi des différences d'enjeux, puisque là où on est sur des sites de e-commerce, alors je mets de côté les pure players qui sont les pure players B2C, mais quand on est sur des réseaux à peu près, on va dire, courants et historiques, on voit bien que sur le retail, on est sur des sites de e-commerce qui vont faire, c'est important, mais qui vont monter à 10, 5, 10, 15, 20% du business. Donc, ça représente des montants bien évidemment importants avec des fortes croissances. Mais sur le B2B, on peut facilement arriver sur des 70, 80, 90% du business qui vont passer par ce canal. Donc, on est vraiment sur des enjeux qui sont vraiment très, très importants, puisque dans certains cas, c'est vraiment une grosse partie du business qui va passer via le canal B2B. Et donc, d'où l'intérêt de bien avoir appréhendé et de bien avoir connaissance de la manière dont il faut adresser ces enjeux. Tout à fait. Et vous dire, effectivement, que vous avez nos adresses mail sur la présentation. Si vous souhaitez avoir, après, rentrer plus dans le détail par rapport à des contextes spécifiques qui seraient les vôtres et étudier conjointement avec Zento la manière dont on pourrait y répondre avec une plateforme comme celle de BigCommerce, rentrer sur un process de démonstration personnalisé. Écoutez, on se tient à votre disposition avec grand plaisir, en tout cas pour aller plus loin dans l'échange de ces réflexions et pouvoir effectivement, en tout cas, je dirais, répondre encore une fois précisément à vos différents contextes. Merci Thierry, merci Marc pour la présentation. Si vous voulez poser des questions dans le chat, vous pouvez encore pendant un moment. On a déjà une question de Aduna qui a été présentée pendant ta présentation Thierry, mais je ne sais pas qui peut y répondre. Sur le coût et le temps de la livraison, ne sont-ils pas un frein au développement du e-commerce en Afrique ?
Alors moi, nous, on n'a pas, à vrai dire, on n'a pas une expérience énorme en Afrique. Je ne sais pas si Marc, vous, du côté de BigCommerce, vous avez des implantations et des retours d'expérience là-bas. Alors, il faudrait détailler quand on parle du coût, parce que si on parle du coût, il y a un coût projet. Vous l'avez bien compris, c'est qu'il y a un coût d'abonnement, on va dire, de récurrence qui est lié à l'utilisation de la plateforme. Et puis, il y a un coût de déploiement de la solution, de maintien de la solution, de maintenance proposée par l'agence. Je vais vous dire aujourd'hui, de par, on va dire, la spécificité de BigCommerce, c'est qu'on est une société internationale américaine. On est localisé aujourd'hui sur les 5 continents. On travaille avec des agences qui ont des succursales en Afrique du Nord, essentiellement aujourd'hui, qui ont une partie développement, donc qui sont capables effectivement de proposer un accompagnement localisé pour aider effectivement au déploiement de la solution, avec des coûts qui sont effectivement ceux des ressources, on va dire, locales derrière. Donc, il faudrait rentrer plus dans le détail de la question pour bien la comprendre et savoir ce que vous entendez par frein, en tout cas en termes de coûts et de déploiement. Après, effectivement, BigCommerce a la particularité d'avoir un process de tarification qui va être lié, on va dire, en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre de commandes passées, avec des tarifs qui sont assez attractifs. Je pense que les agences sont capables de proposer ce genre de choses également. Donc, c'est une question de disponibilité des ressources également côté client derrière. Comme ça, brûle pour point, si je puis dire, je ne vois pas de difficulté particulière. Merci Marc. Je crois qu'on a une autre question qui va pas tarder à arriver dans le chat. Je vois quelqu'un en train de taper. Je mets les liens vers les pages LinkedIn de Marc et Thierry dans la conversation également. Si vous souhaitez continuer aussi à les suivre ou à rester en contact ou à échanger plus en détail, par exemple, sur votre question, Aduna. Voilà. Vous pouvez cliquer aussi sur les adresses mail de la présentation. Ça renvoie directement à nos adresses respectives en nous mettant en copie. Comme ça, on se fera une joie d'échanger. Ah, Frédéric. Bonjour et merci pour les détails B2B qui sont effectivement particuliers par rapport au B2C. Quid des étapes initiales de considération avant l'achat et donc attirer des prospects? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup abordé. Moi, j'ai considéré, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a tellement de différences dans le sujet B2B et bien plus que dans le B2C qu'effectivement, il y a un sujet, en tout cas pour certains sites e-commerce, qui sont le sujet de l'attractivité et du fait de capter des nouveaux clients qui n'existent pas. Donc ça, c'est effectivement un sujet. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, on s'est focalisé sur le sujet des clients qui étaient déjà les clients habitués de la marque. Mais il y a ce sujet-là. Là, pour le coup, le sujet rejoint quand même pas mal le sujet du B2C. Donc, on va retrouver des mécaniques qui sont relativement classiques, qui sont du SEO, du SEA, de l'attractivité sur le site, de la mise en avant de produits, des opérations, des offres spéciales de nouveaux clients, etc. La présentation des produits et du catalogue. Et donc là, on va dire que sur ces sujets-là, je pense qu'on est sur des sujets qui se rapprochent plus de ce qu'on connaît dans le monde B2C. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément focalisé énormément là-dessus. Mais c'est bien évidemment un enjeu dans pas mal de sites de e-commerce B2B. Merci beaucoup Thierry. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Enfin, n'hésitez pas si vous avez quelques dernières questions. Merci à vous, Frédéric. Pas d'autres questions dans la salle? Est-ce que Thierry ou Marc, vous avez des derniers points à aborder ou quelque chose pour clôturer? Non, juste vous remercier pour l'organisation et puis pour les personnes qui ont suivi le webinaire et dire que, bien évidemment, on est à votre disposition pour répondre à toute question supplémentaire sur ces sujets ou sur d'autres. Exactement, avec grand plaisir, en tout cas pour poursuivre l'échange. Encore une fois, on est à votre disposition. Super, merci beaucoup à tous les deux pour cette super présentation et merci à tous les participants d'avoir été présents. On vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.